Et donc, pour leurs 30 ans, le théâtre aphasique s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour souligner ça. Puis, en fait, ils ont monté des comités de scientifiques, des comités de pilotage pour faire quelque chose vraiment de précieux et de porteur. C'est une exposition itinérante qui s'appelle Le silence qui parle et qui se déplace dans le Québec pour sensibiliser à l'aphasie, faire connaître le parcours de réadaptation des personnes qui vivent avec, mais aussi leur entourage, leurs proches, et puis faire connaître le milieu communautaire. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je vous parle aujourd'hui. C'est bon, j'ai pas. Donc, exposition itinérante, ça veut dire quoi? En fait, quand je vous parle d'exposition, ben oui, on a, je vais me déplacer juste une seconde. On a vraiment l'aspect, ce qui bouge là beaucoup, ce sont les meubles. Donc, je vais le mettre à l'écran, c'est comme ce qui est représenté ici. C'est vraiment du mobilier qui a été créé pour véhiculer ces messages-là dont je vous ai parlé, de sensibiliser à l'aphasie, de faire comprendre ce que c'est que le parcours de réadaptation. Puis, ça vient également avec une représentation de la troupe du théâtre aphasique systématiquement. Jacinthe fait coucou. Est-ce que tu as une question, Jacinthe? Ou tu veux juste dire yeah? Yeah? Ou tu avais une question? Pas de question, excellent. Et puis, la dernière partie du combo, c'est ici la conférence scientifique. C'est ce pourquoi on se parle ce midi. Conférence scientifique qui porte sur principalement une étude sur le théâtre et l'aphasie, mais pas que. Donc, dans le cadre de cette conférence, vous allez avoir deux parties. La première partie, il y a 4 panélistes qui sont là aujourd'hui pour vous parler. Nous avons d'abord évidemment Isabelle Côté, je la montre sur l'écran, et puis je la montre ici dans la salle. Que vous ne la reconnaîtriez pas. Isabelle, c'est la directrice générale et artistique du théâtre aphasique, donc depuis 30 ans, puis accessoirement, non plus, toujours pas, elle est présidente du conseil d'administration d'Aphasie Québec le réseau. Aphasie Québec le réseau, c'est le regroupement des associations qui offrent des services aux personnes avec aphasie au Québec. Et donc, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais ça fait partie des mandats d'Isabelle. Nous avons également Maude Gendron-Langevin, qui est ici en présence, qui est ici en ligne. Maude, tu me corrigeras si je me trompe. Elle est professeure agrégée à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal. Elle est membre du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté, et elle est membre du groupe de recherche sur l'enseignement du théâtre. Bon. Nous avons également Ingrid Verdet, qui est ici sur l'écran, qui est ici en présence. Ingrid, ma collègue, qui est également professeure agrégée à l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche interdisciplinaire de réadaptation. Et enfin, nous avons Emna Farfer, qui est... Lève la main, Emna, lève la main. Voilà. Et qui est ici en ligne, évidemment, c'est la dernière. Et puis, Emna est étudiante au doctorat. Elle fait son doctorat sur l'aphasie et la participation sociale. Mais en fait, son intérêt pour l'aphasie, il date puisqu'elle a fait sa maîtrise sous la direction de Ingrid et sur le sujet de l'étude du théâtre et de l'aphasie. Et c'est ce qu'elle va vous expliquer un petit peu tantôt. Dans la deuxième partie, il y aura une présentation plus courte qui va aborder un projet de collaboration entre l'Université de Montréal et Aphasie Québec le réseau, dont je vous ai parlé tantôt. Interviendra Christian Marois, directeur d'Aphasie Québec le réseau. Puis moi-même, on va vous parler un petit peu de ce projet-là, mais un petit sneak peek, on pourrait dire. Donc, je laisse la parole à mes collègues pour la première partie qui vont vous présenter leur sujet avec le titre « Les bienfaits du théâtre pour la réadaptation des personnes vivant avec l'aphasie ». Là, si je clique magiquement, tout va bien. Laquelle vous? Présentation. Présentation. Ah, ouais. C'était ça? C'est les personnes en ligne qui voient le diaporama. Est-ce que les personnes en ligne voient le diaporama? Oui, il faut aller. Oui. Oui.
Bonjour tout le monde. Isabelle Côté, donc du Théâtre Aphasique, directrice depuis plus de 30 ans du fameux organisme. Moi, je ne fais que la petite intro, en fait, de ce fameux projet de recherche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet organisme-là, elle est née à l'hôpital de réadaptation Villa Medica. C'est une orthophoniste de formation qui avait également une formation en théâtre, qui a décidé au départ d'animer des ateliers d'art dramatique avec une clientèle aphasique, avec des patients à elle. Et elle a développé un projet. Au départ, c'était un atelier. Ensuite, c'est devenu un spectacle. Et devinez le titre du spectacle, Le silence qui parle. C'est pour ça le nom de l'exposition. Pour rappeler ce premier spectacle qui a été créé avec cette fameuse troupe qui était en fait 10 patients de Anne-Marie Théroux. Et donc, c'est ce spectacle-là qui a été d'abord monté et ensuite, des ateliers ont été développés. Et pendant plus de 25 ans, je vous dirais, le théâtre aphasique a vécu à l'hôpital de réadaptation Villa Medica et c'est ce mixte-là entre un organisme communautaire et un établissement de santé qui fait que le théâtre aphasique existe encore. Parce que pendant tout ce temps-là, on a eu l'appui de l'établissement, on a eu des locaux prêtés, on a eu du référencement automatique aussi parce que les orthophonistes avaient l'information de ce qui se faisait au théâtre aphasique et pouvaient référer les gens alors qu'ils étaient encore à l'interne. Donc, il y avait un processus qui s'est comme créé, une roue, qui permettait aux gens donc d'aller en réadaptation en Villa Medica et puis ensuite de continuer au théâtre aphasique. Il y avait une confiance qui était établie entre les membres du personnel, les gens du théâtre aphasique et les gens avaient ce désir-là de continuer, évidemment, à améliorer le langage, à améliorer leur capacité en venant aux ateliers du théâtre. Après, évidemment, il a fallu quitter l'hôpital quand on a eu la fameuse pandémie. Et maintenant, on a nos activités au Patro Villeray, tout en continuant de garder nos liens avec Villa Medica. Je continue, moi, à aller donner des ateliers là, à toutes les semaines, à aller rencontrer la clientèle qui est encore à l'interne. C'est un peu une association, un porteur d'espoir. Hein, c'est de dire à ces gens-là, ben écoutez, il y a l'aphasie, on le comprend bien, il va rester des difficultés, mais au moins, vous allez comme pouvoir continuer des activités avec nous, continuer votre établissement avec nous. Donc, on a évidemment 30 ans d'expérience, mais on avait à l'époque, au début des années 2020, on n'avait pas de données probantes. Nous, on savait que ça faisait du bien. Il y a des gens qui étaient avec nous depuis plus de 20 ans. On savait à quel point ça pouvait apporter du bien à ces gens-là, mais on n'avait pas de données. Et donc, c'est pour ça qu'on a rejoint les gens de l'Université de Montréal, donc l'école d'orthophonie, et les gens de l'UQAM, donc l'école supérieure de théâtre, pour savoir, mais qu'en est-il des bienfaits du théâtre chez les personnes aphasiques? Et c'est ça qu'on va vous présenter avec la suite. Donc, voilà, mesdames. Donc, le contexte du projet, comme Isabelle l'a dit, c'est, ça fait 30 ans ou ça va faire 30 ans qu'on existe bientôt, puis on n'a pas nécessairement de données de recherche qui nous permettent d'expliquer qu'est-ce qui fait que ça fait aussi longtemps que ça dure le théâtre aphasique, puis quelles sont les retombées de la participation aux activités qui sont faites par le théâtre aphasique. Donc, Isabelle nous disait, tout est dans ma tête, si ça paraissait maintenant, il n'y aurait pas de recensement de toutes ces années d'expertise. Il n'y aurait pas quelque chose à livrer pour que quelqu'un d'autre puisse continuer ou développer des activités semblables au théâtre aphasique. Donc, les objectifs de la recherche, OK, je vais essayer de passer sur tout sans parler trop. Donc, décrire les activités, le fonctionnement du théâtre aphasique, décrire les effets des activités aussi sur les participants qui participent et expliquer ce que c'est, c'est-à-dire essayer de structurer puis opérationnaliser à quoi ressemble cette espèce de structure-là, qu'est-ce que ça prend, quels sont les ingrédients actifs. Je ne parle pas assez long. Juste par ici, juste par ici. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler un peu des retombées de la participation au théâtre aphasique, ce qu'on a trouvé dans cette recherche où on a mené de nombreux entretiens, donc 2 groupes de discussion, 11 entrevues. Avec qui? Avec des membres participants au théâtre aphasique, des membres qui participent aux ateliers, à la troupe, des proches aussi. La directrice, évidemment, du théâtre aphasique, mais aussi on a parlé à des personnes qui travaillent à l'hôpital de réadaptation Villa Medica pour avoir leur avis, et des orthophonistes, des bénévoles, des intervenants. Donc, on a essayé de ratisser assez large pour
capable de livrer nos observations. Je suis un petit peu déstabilisée par le nombre de fois que je vais cliquer. Bon, voilà. Donc, un membre de la troupe nous dit « Une des magies du théâtre aphasique, ce sont les intervenants qui trouvent toujours des clés pour permettre à tout le monde d'être là et d'avoir une étoile en quelque part, malgré les difficultés. » Donc, le modèle, les retombées que je vais vous présenter sont basées, on a fait des analyses à partir du modèle multidimensionnel de l'engagement qui a été adapté. C'est un modèle qui est utilisé dans les milieux scolaires pour essayer de comprendre le processus d'engagement des élèves et à quoi ça mène comme résultat. Donc, on a adapté ce modèle-là parce qu'il est utilisable dans toutes sortes de contextes. Ce que ça fait, c'est que ça joint les modèles qui parlent de motivation, d'autodétermination et ensuite d'engagement. Ce qu'on sait, c'est que la motivation précède l'engagement. L'engagement, c'est la manifestation comportementale d'une motivation qui peut être plus ou moins intrinsèque. Et pour être motivé, ce qu'on sait, c'est qu'on doit soutenir 3 besoins psychologiques de base. Le sentiment, je dois parler plus fort, je vais sortir ma voix de théâtre. Donc, on doit soutenir le sentiment, un sentiment perçu d'autonomie, de compétence et d'appartenance. Et si on soutient ça, on génère de la motivation. Et si on génère de la motivation, on génère de l'engagement qui se traduit ensuite en comportement. Je me rends aux activités, je m'implique, je m'engage, je réfléchis, je planifie, j'ai du plaisir, etc. Donc, c'est à partir de ce modèle-là que je vous présente les petits résultats. Donc, premier indicateur, celui du sentiment perçu d'autonomie. Ce que la recherche a révélé, c'est que de prendre part activement à une activité permet aux participants de sentir qu'ils sont là parce qu'eux décident de le faire. Donc, c'est contraire à une obligation, une coercition. Ils se sentent autonomes, toujours dans le sens où ils peuvent toutes faire les activités par eux-mêmes. Parfois, ils ont besoin d'aide, d'adaptation, mais c'est le fait de se dire, ben moi, j'ai envie de participer à ça et on m'offre un environnement où je peux participer aux activités et je décide de le faire. Donc ça, ce sentiment-là perçu d'autonomie, où j'ai une place, que je peux décider que je fais, je ne suis pas dans l'obligation, comme on peut parfois avoir l'impression que c'est comme une corvée de faire de la réadaptation, par exemple, ou autre chose, travailler ou peu importe. Là, on est vraiment, alors que si je fais le lien avec le travail ou les études, si c'est nous qui avons choisi et on est content d'y aller, on a un sentiment perçu d'autonomie qui est plus élevé. Donc, un proche nous dit « Wow, elle fait ça toute seule. Elle aime ça, elle évolue, puis c'est quelque chose pour elle. » Comment c'est soutenu au théâtre aphasique? On parle de pratique inclusive, donc une approche orthophonique. Le fait d'avoir mélangé orthophonie et théâtre, dès le départ, ça fait en sorte qu'il y a vraiment une attention particulière qui est portée à comment adapter, différencier l'animation auprès des personnes qui vivent avec une aphasie. Donc ça soutient le sentiment perçu d'autonomie où les personnes sentent qu'elles sont capables de faire les activités. Je vais augmenter mon rythme parce que je pense que je parle trop longtemps là. Donc, l'approche orthophoniste est nécessaire ou a permis de rendre le théâtre aphasique comme un milieu qui est accessible pour les troubles de la communication, pour les personnes aphasiques. C'est une orthophoniste, membre du conseil d'administration, qui nous a partagé ça pendant notre collecte de données. Ensuite, on va parler du sentiment perçu de compétence. Et ce qu'on nous révèle dans l'étude, c'est le sentiment de fierté, le sentiment qu'on appartient et qu'on se sent capable de contribuer au théâtre aphasique. Appartenance, je vais en parler tout de suite après. Donc, se sentir utile, capable de prendre part, de contribuer, ça fait une différence si je ne suis pas là. Donc, quand on fait un projet de création ou un atelier, je sens que je contribue activement à cet atelier-là ou à cette création-là. Si je ne suis pas là aujourd'hui, ça va faire une différence parce que mes idées, ma créativité ne feront pas partie de l'exercice, de ce qui se passe durant la séance dans l'atelier. Et se sentir respecté, fier, capable de faire partie des activités, ça vient avec un environnement qui est sécurisant, c'est-à-dire que les personnes qui animent, qui interviennent au théâtre aphasique, mettent en place ce qu'il faut pour que chaque personne se sente la bienvenue et capable de donner ce qu'elle est capable de donner sans une pression indue, sans sentir que tout le poids de l'adaptation repose sur leurs épaules.
Et finalement, le sentiment, c'est le troisième, le sentiment perçu d'appartenance. Donc, les liens qui se créent à l'intérieur du groupe ou avec le théâtre aphasique, que ce soit les participants, les proches ou les intervenants, c'est unanime. Donc, on nous parle du théâtre aphasique comme un endroit qui ressemble à une grande famille. Donc, le sentiment de familiarité, de sécurité apparaît vraiment très fortement dans les retombées de l'étude. Ah, j'avais une citation, pas là. Donc, le sentiment d'appartenance, ça vient aussi avec le fait de se sentir comme si on contribuait à quelque chose de plus grand que nous. Il y a des participants qui nous ont dit, ben c'est un peu comme mon travail maintenant. Maintenant que je ne peux plus travailler, ben aller au théâtre aphasique, participer aux activités de sensibilisation, par exemple, ça donne un sens. Ça fait que j'ai quelque chose à raconter. Je peux parler de comment moi je contribue et je fais partie de ce groupe-là qui a ces projets-là communs ensemble. Et l'aphasie, c'est un lien aussi. Je rencontre des personnes qui vivent des choses semblables à moi. Tous les gens qui y participent sont aphasiques ou ont des problèmes de langage, donc je me sens vraiment inclus et pas jugée là-dedans. C'était un membre de la troupe qui nous partageait ça. Et le dernier, qui ne fait pas partie du modèle multidimensionnel de l'engagement, c'est le plaisir. Mais le plaisir, en même temps, je pense que c'est le fil conducteur de tout ça. Et c'est ce qu'il y a, et c'est le mot plaisir dans nos analyses, c'est le mot qui est ressorti le plus souvent. C'est le fait le plus saillant et important. À la fin, on a fait wow, okay, le mot plaisir ressort tellement souvent qu'on ne peut pas ne pas en parler. Donc, c'est vraiment comme un moteur à la participation. Les membres du TA, les proches, les intervenants ont du plaisir, ils aiment ça y aller. Ils vont là pour avoir du fun. Puis en même temps, ben, ils sentent qu'ils font partie de quelque chose, qu'ils contribuent, puis qu'ils sont capables d'y aller par eux-mêmes, et c'est leur choix. Donc, savoir que le plaisir, ça fait partie des 5 valeurs du théâtre aphasique, on l'a découvert à la fin. On n'avait pas remarqué ça, c'est vraiment ressorti. Donc, je pense qu'ils sont très en phase avec leurs valeurs, c'est ce qu'on peut conclure là-dessus. Donc, quand même des ateliers nous dit, je viens au théâtre aphasique, je viens jouer pour guérir, je veux juste jouer puis avoir du plaisir. Je passe maintenant la parole à Ingrid. Merci. Merci, Maude. Donc, Maude a présenté nos analyses selon le modèle d'engagement, mais on a aussi utilisé le modèle de processus de production du handicap pour analyser nos données. Puis je pense que dans le milieu clinique, vous connaissez bien ce modèle-là. Donc, c'est un... Je ne bouge pas? Tu gardes ma tête? Quand même plus grand. Oui, c'est ça. Bonjour le public en ligne. Donc, ce modèle-là, il nous permet de penser le handicap comme une interaction entre des facteurs qui sont propres à la personne et des facteurs environnementaux, et comment ces facteurs-là vont interagir pour permettre ou non à la personne de participer à la société. Okay, donc, ce qu'on voit d'une part, c'est les facteurs personnels, tout ce qui est vraiment propre à la personne, les facteurs environnementaux, puis là, on peut penser le théâtre aphasique comme un facteur environnemental dans ce cadre-ci. Comment est-ce que le théâtre aphasique et les facteurs personnels de la personne vont avoir une influence sur les habitudes de vie de la personne, donc la participation sociale de la personne, ses activités courantes et la réalisation de ses rôles sociaux. Donc, si on regarde quelles sont les retombées de l'existence du théâtre aphasique et de participer au théâtre aphasique sur les aptitudes des personnes, et on va voir que le théâtre aphasique a des retombées sur la stimulation intellectuelle. Donc, la mémoire, la créativité, le fait de rester éveillé cognitivement, c'est quelque chose qui est nommé à plusieurs reprises par les participants, par les proches, par les orthophonistes et les animateurs, et par les observations qu'on fait aussi. On voit qu'il y a une stimulation du langage et de la parole. On est dans une étude qualitative de toute façon, donc on n'est pas dans des résultats quantitatifs, on va mesurer un certain effet.
Mais on peut quand même se poser la question, est-ce qu'on améliore le langage en rejoignant le théâtre aphasique? Souvent, c'est un des moteurs de pourquoi les gens vont rejoindre le théâtre aphasique. Mais pas vraiment. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui ressort pleinement des données de manière anecdotique. Oui, on va voir que certaines personnes vont changer les choses au niveau du langage. Et là, je vous parle du langage tel qu'on le comprend en orthophonie. Donc, je vous parle pas encore de la communication. Au niveau de la parole, oui, on va voir plus d'effets, notamment sur la prononciation, sur l'expression des émotions dans la voix, par exemple. Puis après, quelque chose d'autre qu'on voit, c'est que la participation au théâtre aphasique va encourager l'utilisation des forces et l'expérience d'émotions positives. Puis ça fait partie des aptitudes dans le MDH-TPH parce que c'est très bien d'avoir de la mémoire, d'avoir du langage, d'avoir une capacité de produire de la parole, mais encore faut-il qu'on ait la capacité d'utiliser ces forces-là, ces habiletés-là. Et donc, le modèle sépare vraiment la capacité de capitaliser sur nos aptitudes comme une aptitude séparée de tout ça. Et nous, c'est vraiment ce qu'on va voir, que le théâtre aphasique va encourager les personnes à utiliser le langage qu'ils ont, à utiliser leurs capacités d'expression qui sont déjà présentes. Puis là, on a quelques citations ici qui illustrent ces données-là. Donc, un membre du théâtre qui nous dit « c'était pas tant la mémoire, c'était vraiment mon problème là, le diaphragme, la projection. Serrer les fesses, puis rentrer le ventre, ça a été vraiment, pour moi, c'est une grosse rééducation, le théâtre. Si je n'avais pas eu le théâtre pour m'aider dans tout ce qui touche la voix, la prononciation, l'articulation et tout, j'y serais pas arrivée comme ça. » Ou une orthophoniste du CA qui dit pour d'autres, il y en a qui vont vraiment recapitaliser sur leurs forces. Ils vont développer de l'excellence dans la communication non verbale. Je pense à certains patients que je sais être au théâtre depuis pas forcément très longtemps et bénéficier de ça, puis de pouvoir construire sur ces forces-là. Puis quand on regarde au niveau des habitudes de vie, qu'est-ce qu'on observe comme retombée? Mais on observe justement une aisance à communiquer. Puis ça, c'est intéressant parce que je sais qu'on a beaucoup d'orthophonistes présents avec nous. Puis pour nous, on travaille avec la communication. Puis on sépare à l'intérieur parole, langage, etc. Mais c'est intéressant de voir que le modèle ici, il va séparer la communication en disant, mais la communication, en fait, c'est une habitude de vie. Le langage, la parole, c'est une aptitude qui est propre à la personne, mais la communication, elle se passe jamais dans une personne, elle toute seule. C'est forcément dans une interaction avec l'environnement. Donc, on voit effectivement que le théâtre aphasique va soutenir les personnes dans leur aisance à communiquer, d'une part à l'intérieur même du théâtre aphasique. Donc, le théâtre aphasique devient une structure où les personnes avec une aphasie peuvent vivre des situations de communication positive, puis elles vont pouvoir reprendre ce vécu positif-là et développer une confiance en elles pour être des meilleurs communicateurs en dehors du théâtre aphasique aussi. On va aussi voir effectivement la création de liens amicaux, ça a déjà été soulevé par Maud. Le fait d'avoir des relations interpersonnelles, c'est une habitude de vie pour nous, êtres humains. Le fait d'avoir un loisir et donc d'exercer un loisir, c'est aussi une habitude de vie qui est importante pour notre identité. Et aussi le fait d'avoir un travail, puis on retrouve cette notion de participer au théâtre aphasique comme d'avoir un travail, de se rendre au travail et de participer à quelque chose qui fait du sens au-delà de juste pour soi-même, mais aussi pour la société. Donc, une citation ici d'un membre des ateliers et de la troupe. Donc, moi, j'ai jamais travaillé dans la vie, mais là, je me sentais utile d'expliquer aux gens c'est quoi l'aphasie. C'est pas moi qui l'explique, mais tu sais, en tout cas, de faire partie de ça. Et ici, on a une infographie qui vient vraiment synthétiser tous les types de retombées qu'on peut avoir quand on est une personne aphasique qui rejoint le théâtre aphasique. Emna va prendre la relève ici parce que c'est beau d'avoir le théâtre aphasique qui existe, mais comment est-ce que les personnes qui pourraient en bénéficier vont pouvoir s'y rendre? Okay?
Donc, je te donne la parole, Emna, pour élaborer là-dessus. Bonjour tout le monde, merci Ingrid. Donc, le chemin vers le théâtre aphasique n'est pas toujours évident. Beaucoup d'orthophonistes préfèrent très peu, voire pas du tout, faire des organismes communautaires comme le théâtre aphasique. Pourquoi? Parfois, c'est simplement parce qu'ils ne les connaissent pas, ou bien ils ne savent pas à quel point ces espaces ils peuvent transformer la vie des gens. Et donc, beaucoup, ils ne se sentent pas outillés pour référer, ils ne savent pas comment référer, quand le faire, ou quel rôle ils peuvent jouer dans cette transition. Et d'ailleurs, l'un des retombées du projet de recherche, c'était justement ça, de créer des outils pour soutenir les orthophonistes dans leur rôle de référencement. Et c'est exactement dans cette optique que j'ai mené un projet de communication scientifique qui avait pour objectif de créer un outil afin de sensibiliser les orthophonistes à l'importance de référer vers des espaces communautaires inclusifs. Et j'ai choisi le théâtre aphasique comme exemple phare. Mais pour pouvoir bien référer, il faut bien comprendre certaines choses. Donc, la première chose, il faut bien comprendre la diversité des activités proposées par le théâtre aphasique, les pratiques inclusives mises en place par le théâtre aphasique, les retombées concrètes du théâtre aphasique sur les membres, et enfin, il faut bien comprendre que la fin des suivis cliniques ne devrait pas être une fin, mais un passage vers d'autres formes de participation et de soutien. Pour explorer tout ça, j'ai mené une démarche en 3 temps. Donc, tout d'abord, j'ai contacté Juliette Pierre, qui est une BDiste scientifique que j'admire. Elle a tout de suite accepté d'embarquer dans le projet et ensemble, on est allé à la rencontre du théâtre aphasique. Nous avons observé plusieurs ateliers, nous avons pris beaucoup de notes et surtout, nous avons pris le temps d'échanger avec les intervenants et intervenantes du théâtre aphasique parce que pour moi, c'était très important de ne pas juste d'écrire les activités du théâtre, mais de bien comprendre les détails, les dynamiques, les échanges qui font toute la richesse de cet organisme. Et enfin, j'ai mené avec Ingrid une table ronde avec les membres du théâtre aphasique. Et on a posé une question toute simple, mais très puissante. Donc, que dirais-tu à ton orthophoniste pour l'encourager à référer quelqu'un vers le théâtre aphasique? Et ce qu'ils nous ont répondu, c'est ce que vous allez voir dans les planches que je vais vous présenter maintenant. Donc, pour le premier sous-objectif qui est de bien comprendre la diversité des activités proposées par le théâtre aphasique, je voulais présenter les différents ateliers présentés ou offerts par cet organisme-là, donc notamment l'atelier de stimulation de langage, d'écriture, de peinture, d'art dramatique et bien sûr la fameuse troupe. Il existe évidemment d'autres ateliers, mais nous n'avons pas eu le temps de tous les observer et donc nous avons choisi de présenter les ateliers phares du théâtre aphasique les plus représentatifs. Pour le deuxième sous-objectif qui est de comprendre les pratiques inclusives adoptées par le théâtre aphasique, évidemment, je n'ai pas pu tout représenter et j'ai donc choisi d'en illustrer 3 que je trouve particulièrement pertinents pour les orthophonistes. Donc, c'est très important de savoir que la personne aphasique, elle peut participer aux ateliers de façon autonome et elle peut aussi choisir l'atelier qui convient ou qui répond le mieux à ses besoins et ses intérêts. C'est important de savoir que le personnel, c'est-à-dire les intervenants et intervenantes du théâtre aphasique, ils sont sensibilisés à l'aphasie, donc ils utilisent plusieurs stratégies pour s'assurer que chaque personne soit comprise et comprenne. Et comme on l'a bien entendu tantôt, donc au théâtre aphasique, personne n'est jugé. Pour le troisième sous-objectif, qui est de comprendre les retombées du théâtre aphasique sur les membres, ils ont déjà été mentionnés par Ingrid et Maud, on a plein, complicité, plaisir, amitié, confiance en soi, etc. Donc, ce sont des retours qu'on entend très souvent. Et maintenant, je vous amène vers le quatrième sous-objectif qui est de comprendre l'importance de référer vers des organismes communautaires. Et lors de la table ronde qu'on a menée avec les membres du théâtre aphasique, on a réfléchi ensemble, on a exploré les questions et les doutes que peuvent avoir une orthophoniste. Donc, comme est-ce que ça va vraiment aider mon patient? Et si elle n'aime pas le théâtre, est-ce que c'est mon rôle de référer? Est-ce que ma patiente est prête pour aller au théâtre aphasique? Et les réponses à ces questions sont les membres du théâtre aphasique eux-mêmes qui nous les ont données. Et j'ai pu ressortir 4 messages clés. Donc, tout d'abord, il faut oser en parler. Même si on se demande si c'est vraiment notre rôle de référer ou si notre patient est prêt à aller au théâtre aphasique, informer, ça ne veut pas dire forcer, mais ça veut dire ouvrir une possibilité. Comme le dit l'une des membres,
À l'époque, celui-là, à l'époque, je ne parlais pas du tout et malgré cela, j'ai trouvé ma place au théâtre aphasique ou encore elle qui dit au début, je ne voulais pas y aller, je croyais que c'était juste du théâtre. Donc ici, on comprend très bien l'importance de bien présenter les ateliers et les activités offertes par le théâtre. Ensuite, il faut parfois en parler plusieurs fois. Donc, une première mention ne suffit pas, insister, revenir sur l'idée et quand c'est possible, accompagner la personne aphasique vers le premier atelier. Donc, ça change tout, ça facilite l'adhésion et ça rassure. Comme le dit cette membre, mon orthophoniste a dû m'en parler plusieurs fois. Je suis contente qu'elle ait insisté. Le troisième message clé, c'est il ne faut pas vendre le théâtre aphasique comme une solution miracle, mais comme le dit l'un des membres, le théâtre aphasique, ce n'est pas de la magie, il faut travailler, mais ça donne un chemin où aller. Et enfin, ça peut vraiment transformer la trajectoire d'une personne. Donc, le membre aussi le dit, quand l'orthophoniste m'a dirigé vers le théâtre aphasique, c'était comme avoir les clés d'un labyrinthe. Et on termine avec ce dernier message des membres et de la directrice du théâtre aphasique, Isabelle. Quand les orthophonistes accompagnent leurs patients au premier atelier, cela facilite leur adhésion. Et les orthophonistes, venez nous voir, vous êtes les bienvenus au théâtre aphasique. Et donc, le théâtre aphasique, ce n'est pas seulement un lieu d'accueil pour les personnes aphasiques, c'est aussi un lieu d'accueil pour toutes les personnes qui s'intéressent à leur bien-être. C'est un espace où tout le monde peut trouver sa place et sentir la bienvenue. Merci beaucoup. Tu veux dire que tu as des... Oui, je vais vous laisser des copies des synthèses graphiques. Tu peux le dire, Donc, oui, c'est ça. Il y a les synthèses, en fait, la synthèse graphique que Emna vous a présentée, elle en a des copies, donc vous pouvez prendre des exemplaires à l'arrière de la salle. Elles sont là. Et alors, c'est ça, Emna, il y a 2 feuilles à prendre, c'est ça, hein? Oui. Donc, parce qu'elles se ressemblent beaucoup, les 2 feuilles, donc les gens, souvent, ils n'en prennent qu'une, puis non, il y en a 2 à prendre. Merci beaucoup pour ces présentations. Puis, il va y avoir un temps de questions globales, en fait, à la fin. Là, si vous avez des questions, gardez-les. On va en discuter après. On va juste enchaîner avec la... voyons. Et je ne suis pas multitâche aujourd'hui. Je vais me concentrer. La deuxième présentation dont je vous ai parlé tantôt, je vais juste la retrouver. Ici. Non, pas ici. Est-ce que... Je l'ai fermée? Non, elle est là. Je vous le mets. Très bien. Hop, on va commencer. Je ne sais pas pourquoi je ne remets pas en plein écran. Donc, c'était la première présentation. Je vous l'avais dit, il y en a une courte de secondes. Christian et moi allons vous parler d'un projet qu'on fait à l'Université de Montréal et à Aphasie Québec Réseau. Avant de reprendre la parole, je vais inviter Christian à venir dire quelques mots, puis je vous reviens par après. Ça va être quelques mots. Moi, je ne suis pas professeur, moi, je suis directeur, donc j'ai mon texte. Et bonjour l'Europe et le reste du Québec. Je suis Christian Marois, je suis le directeur d'Aphasie Québec, le réseau. Je suis un gars de Québec, un gars qui a un bac en psychologie, puis qui s'intéresse beaucoup aux handicaps invisibles. Donc, ça fait longtemps quand même que je suis dans le domaine communautaire. Mais aujourd'hui, je vais venir vous parler de Aphasie Québec, le réseau. Il y a beaucoup plus d'organismes en aphasie au Québec que vous ne le pensez. Okay? Présentement, le réseau regroupe 14 organismes à travers 12 régions administratives du Québec. Donc, il y a généralement, là, en gros, là, vraiment un organisme qui va aider les gens en aphasie dans chaque région là, présentement. C'est très, très, très intéressant. À lui seul, donc, ce sont des organismes bien ancrés dans leur milieu, tous engagés auprès des personnes aphasiques et de leurs proches, et chacun joue un rôle essentiel dans sa communauté. Ce que fait Aphasie Québec, le réseau, hein, ça paraît que je suis parti à lire, c'est justement de rassembler cette expertise, de soutenir les organismes membres, de favoriser la collaboration entre eux et de porter une voix commune à l'échelle du Québec. Notre mission est simple à dire, mais profondément importante, donner une voix aux personnes aphasiques et à leurs proches aidants. Et cette voix-là passe par les organismes membres.
Nous travaillons avec eux pour appuyer ce qu'ils font déjà, pour renforcer leurs actions et pour lui donner une portée beaucoup plus large. Être un réseau n'est pas seulement être regroupé sous un même nom. Le nom Aphasie Québec, le réseau, ce n'est pas seulement une structure administrative. C'est une façon de travailler ensemble, une façon de sortir de l'isolement organisationnel, de se parler, de réfléchir collectivement et d'éviter d'avoir à tout recommencer chacun de son côté. On ne réinvente pas la roue. Concrètement, Aphasie Québec, le réseau, c'est un espace de collaboration. Les organismes peuvent y partager leurs pratiques, leurs outils, leurs projets, ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins. Ça permet de gagner du temps, de s'inspirer et d'apprendre les uns des autres. Lorsqu'un organisme développe une initiative porteuse, le réseau permet à cette initiative de circuler et de bénéficier à d'autres régions. Aphasie Québec, le réseau, joue aussi un rôle de levier collectif. Ensemble, les organismes membres sont beaucoup plus visibles, plus crédibles et mieux outillés pour représenter les réalités du terrain auprès des partenaires, des décideurs et des instances publiques, donc le gouvernement. C'est ce qui permet de faire reconnaître le travail essentiel réalisé par les organismes, l'importance des services offerts aux personnes aphasiques, le soutien apporté à leurs proches. Chez Aphasie Québec, le réseau, nous assurons principalement un rôle de soutien et de représentation. Nous développons des outils communs, nous proposons des formations, nous créons des espaces d'échange et de communautés de pratique. Nous accompagnons les organismes dans leur développement et dans leur communication, toujours dans le respect de leur autonomie et de leur identité. Et ça, c'est fondamental. Chaque organisme membre de Aphasie Québec, le réseau, conserve sa couleur, sa façon de faire et sa réalité régionale. Le réseau n'est pas là pour uniformiser ou imposer. Il est là pour rassembler, soutenir, amplifier ce qui existe déjà. Finalement, Aphasie Québec, le réseau, c'est avant tout une communauté d'organismes engagés qui partagent une même vision. Améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec l'aphasie et de leurs proches partout au Québec. Un réseau est aussi fort que les organismes qui le composent. Si Aphasie Québec, le réseau existe, s'il évolue et s'il a un impact réel, c'est grâce à l'implication, à l'expertise et à l'engagement de ses membres. Et je crois que j'ai assez nommé ici Aphasie Québec, le réseau, puis ça a une raison, c'est qu'en marketing, après 7 fois, on le retient. Donc, si quelqu'un se pose une question à savoir, « Hey, en aphasie au Québec, par où est-ce que je commence? » Aphasie Québec, le réseau. Merci. Merci, Christian. Et donc, le projet dont on veut vous parler, Christian et moi, là, c'était censé être la diapo de Christian. C'est un projet en épidémiologie. Donc, l'épidémiologie, on pourrait dire que c'est un peu l'étude des proportions des maladies. Mais un petit peu de contexte avant ça. Moi, il faut comprendre que, donc j'ai parlé de ma collaboration avec le théâtre aphasique, mais je suis aussi sur le conseil d'administration d'Aphasie Québec, le réseau, depuis 10 ans. Et donc, ça fait 10 ans, ça fait une décennie que j'entends les organismes communautaires, comme le théâtre aphasique, réclamer les chiffres de l'aphasie au Québec. Ces chiffres ne sont actuellement pas accessibles. Et donc, c'est régulièrement un questionnement qui revient. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important de connaître les chiffres de l'aphasie, de connaître le portrait de l'aphasie? Parce qu'on ne peut pas bien planifier des services pour une réalité qu'on comprend mal, qu'on mesure mal surtout. Donc, faut comprendre en fait que les chiffres qu'on trouve actuellement, parce qu'il y en a, hein, vous allez sur Internet, vous tapez combien de personnes avec aphasie au Québec, il y en a combien, vous allez trouver des chiffres. Mais quand on a un petit peu une formation en arrière sur les études scientifiques, on remonte, on dit, oui, mais elle est où la source, d'où viennent ces chiffres? Puis, que ce soit dans les documents officiels, dans les sites officiels, finalement, quand on remonte à la source, qu'on fait ce travail-là, on tombe soit sur des sites qui n'existent plus,
qui sont non fonctionnels, soit sur des études qui, alors que vraiment la phrase initiale, c'était « il y a tant de personnes avec aphasie au Québec », et les études, en fait, portent sur des populations d'autres pays, notamment les États-Unis puis le Royaume-Uni. Et donc, en fait, ces chiffres-là, qui sont vraiment basés sur une étude pathodémographique, donc il y a tant de personnes avec aphasie pour telle démographie dans telle région, ben là on se dit, il y a à peu près tant de personnes au Québec, donc on fait un rapport de chiffres entre, puis ça doit être ça. Ça doit être ça, le nombre de personnes avec aphasie. C'est là-dessus que sont basés les chiffres actuels sur l'aphasie. De plus, donc vous comprenez que ce sont des extrapolations, ce sont des estimations, mais ce ne sont pas du tout des vrais chiffres de l'aphasie au Québec. De plus, ces études-là, en général, je voudrais juste mentionner qu'il y en a au Canada, quelques-unes, mais c'est ça, toujours pas au Québec. Et puis, l'ensemble, en général, elles sont issues de populations ayant fait un accident vasculaire cérébral. Alors oui, l'AVC est la première cause de l'aphasie, mais n'en est clairement pas la seule. On peut faire de l'aphasie, on peut avoir de l'aphasie après un traumatisme crânio-cérébral, dans le cadre de maladies évolutives comme l'aphasie primaire progressive, ou après une tumeur aussi cérébrale, ou pendant une tumeur cérébrale. Donc, il faut comprendre aussi que quand on se base sur ces chiffres, ça invisibilise les autres causes que je viens de vous citer. Les conséquences de ça, qui sont principalement portées par les organismes communautaires, c'est une difficulté à justifier, à adapter et à financer les services. Donc, à Aphasie Québec, le réseau, on s'est dit qu'on en avait marre d'attendre. Déjà, 10 ans, c'est long. Donc, on s'est dit que plutôt que d'attendre encore potentiellement une nouvelle décennie, on allait retrousser nos manches puis on allait se mettre au travail. C'est avec l'objectif vraiment d'obtenir les vrais chiffres de l'aphasie au Québec. Donc, on ne va pas se mentir. L'objectif, il est ambitieux. Ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Ça va prendre des projets successifs pour en assurer la qualité, la rigueur et le succès. Et donc, aujourd'hui, on vous parle rapidement du tout premier projet qu'on a lancé dans cette démarche-là, qui s'intitule « Méthode et sources de données pour l'épidémiologie de l'aphasie, une revue de portée ». Évidemment, moi, orthophoniste de formation, qui étudie la participation sociale des personnes avec aphasie, je n'ai pas à moi seule les compétences et les capacités pour me lancer dans un projet d'épidémiologie. Donc, j'ai oublié de revenir sur l'objectif qui est d'identifier et de synthétiser de façon systématique les méthodes et les sources de données rapportées dans la littérature scientifique pour décrire le fardeau de l'aphasie. Donc, comme je l'ai mentionné, il nous a évidemment fallu aller chercher l'expertise de quelqu'un en épidémiologie. C'est professeur Claudie Laprise de l'École de santé publique de l'Université de Montréal qui a embarqué dans le projet. Claudie, elle est spécialisée dans les recherches épidémiologiques sur les maladies telles que le cancer ou les maladies infectieuses. Donc ça, c'est son expertise. Évidemment, pour l'aspect aphasie, je suis là dans le projet pour épauler Claudie. Et puis, on a également un étudiant, actuellement déjà un étudiant à la maîtrise professionnelle en orthophonie, Carl Monpetit, qui nous aide à faire ce projet-là et donc d'aller chercher dans les écrits scientifiques, on le sait, oui, ils sont ailleurs, mais quelles sont les méthodes qui ont été utilisées pour aller chercher ces chiffres-là, sur quoi les personnes se sont basées, pour vous en douter, hein, pouvoir après, dans un projet futur, les appliquer, les meilleurs, en fait, ceux qui ont été choisis comme étant les plus pertinents, les appliquer au Québec. Puis, Carl va également faire une cartographie des interlocuteurs clés du milieu pour aller chercher ces chiffres-là, donc dans le milieu clinique, dans le milieu professionnel, dans les experts, dans le milieu de la recherche et dans les instances publiques également. Je tiens à mentionner que dans le cadre de ce projet-là, donc on a déposé une demande de subvention, on a eu des lettres d'appui de 9 organismes communautaires, puis une aide d'appui de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, ce qui, je trouve, démontre bien en fait l'intérêt et la pertinence clinique et communautaire de ce projet. Alors, vous l'aurez compris, c'est un premier pas, c'est une première étape. Nous n'allons pas obtenir les chiffres avec ce premier projet. Une fois terminé, nous développerons un autre projet qui visera à utiliser ces outils-là et les appliquer
pour obtenir les chiffres de l'aphasie au Québec. Et à terme, les retombées qu'on attend de l'obtention de ces chiffres-là, c'est de sensibiliser au handicap invisible comme l'aphasie, de soutenir la planification des services de réadaptation, notamment l'aphasie, et de démontrer l'ampleur des besoins du milieu communautaire, principalement en aphasie, et ceci grâce à l'obtention d'un portrait clair de l'aphasie au Québec. Comme je vous l'avais mentionné, c'est une démarche collaborative. Est-ce que tu avais un mot de la fin, Christian, toi? Non. Donc, on va passer. Ça, c'est le contact. Donc, si vous voulez contacter Aphasie Québec, le réseau, vous pouvez prendre en photo le code QR ou sinon, vous pouvez chercher en fait Aphasie Québec, puis vous allez tomber sur le site Internet. On a des dépliants ici avec toutes les organismes. C'est ça, les flyers pour ceux qui sont en présence. Maintenant, on arrive à la période de questions-discussions que je vous avais promise tantôt. Donc là, que ce soit sur le projet que qu'on vient de vous expliquer ou sur, évidemment, le plus grand projet avant, sur les bienfaits du théâtre. Puis ça peut même être… Isabelle, je ne te vois plus. Ah voilà, t'es là. Isabelle aussi est là pour donner peut-être plus d'informations sur le type d'atelier qu'il peut y avoir ou le type d'activité qu'il peut y avoir au théâtre aphasique parce qu'on est passé un peu rapidement dessus alors qu'on a quand même soulevé au fur et à mesure à quel point tout repose beaucoup sur la connaissance de ce qui peut se passer dans le milieu. Donc vraiment, vos commentaires, vos questions peuvent aller dans tous les sens. On a quelques minutes pour ça, puis j'encourage les gens en ligne à les poser également. On a 8 minutes, on me dit. 8 minutes. Et puis, plutôt à l'écrit, n'est-ce pas, Aurélia? Et voilà. Donc, je vous laisse la parole. S'il y en a qui doivent se sauver. Eh oui, on vous libère. Merci d'avoir été présente. Ça peut être des commentaires aussi, ça peut être des choses surprenantes. Oui. Je prendrais le mot bon et j'inviterai Isabelle à nous parler des autres activités du théâtre aphasique. Peut-être moins. Rebonjour. Christian me disait, c'est vrai, tu as dit bonjour à l'Europe, puis j'avais oublié qu'il y avait des participants de la France qui, normalement, s'étaient inscrits parce qu'on a 21, je pense, 21 personnes en ligne, donc oui, bonjour à nos amis français. Ce qu'on sait au théâtre aphasique, donc, c'est la troupe, là, tout le monde à peu près connaît un peu l'existence de la troupe qui roule sa bosse depuis 1995 et même un peu avant. Mais on a aussi, entre autres, des ateliers d'art dramatique sans but de représentation. C'est un peu ça l'idée de l'art dramatique versus le théâtre, c'est qu'il n'y a pas de but de représentation. Et là, c'est peut-être plus facile de convaincre des gens de venir aux ateliers en leur disant « Non, nous ne te traînerons pas de force sur une scène pour jouer du Shakespeare. Nous allons tout simplement rester entre nous puis développer des techniques d'art dramatique qui vont aider à travailler la mémoire, à travailler la spontanéité verbale, à travailler la créativité, en fait. » Donc, les ateliers d'art dramatique, il y en a 2. C'est au Patro Villeray. On a aussi 2 ateliers de peinture parce que, évidemment, on sait que la peinture, c'est aussi une façon de s'exprimer autrement. Donc, on a 2 ateliers au Patro Villeray de peinture. On a également aussi des ateliers de lecture. Pourquoi de lecture? C'est parce que pour certaines personnes qui peuvent revenir, par exemple, sur le marché du travail et tout ça, le fait de lire à haute voix, ça va aider beaucoup au niveau de la prononciation, de l'articulation, au niveau de la lecture, de la ponctuation et tout ça. Donc, il y a des ateliers de lecture qui se font en ligne. En ligne, on a également aussi des ateliers de stimulation du langage où on va faire des activités qui sont quand même parfois travailler la créativité. C'est un peu théâtral quand même. On va présenter des images, on va essayer de se raconter des histoires en lien avec les images. On va travailler beaucoup. L'idée étant de parler, de parler pour parler. Ce qui fait on arrive avec des sujets, on s'imagine des situations. Il vous arrive tel genre de situation. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider quelqu'un qui, par exemple, il va lui arriver telle situation? Puis on va parler ensemble. Tout le monde va avoir à trouver une solution différente, par exemple, pour aider cette personne-là.
Donc, on a aussi des activités d'écriture. Donc, un nouveau projet, justement, qui va débuter en septembre, où les gens qui peuvent un peu réécrire, on s'imagine que les personnes aphasiques ne peuvent plus ni lire ni écrire, mais il y a des gens qui vont réécrire et donc, on a un nouvel atelier d'écriture qui redémarre en septembre et à la fin, il y aura un recueil qui va être publié avec les textes des personnes et il y aura un lien entre l'atelier d'écriture et l'atelier de lecture, c'est-à-dire que les gens de lecture vont lire les ateliers, les textes des gens de l'atelier d'écriture et vont aller faire des lectures comme ça dans les milieux de santé, entre autres à l'hôpital de réadaptation Villa Medica et certains établissements du groupe Sedna. On va aller faire des petites séances de lecture des textes des personnes aphasiques, lus par des personnes aphasiques. On a aussi un atelier de danse qui a eu lieu pendant des années. On a Jacinthe qui levait la main tout à l'heure. Donc, Jacinthe qui a donné des ateliers, qui est une danseuse professionnelle, qui a longtemps donné des ateliers de danse au théâtre aphasique. Il y a aussi des ateliers de vidéo. Donc, plutôt que d'avoir à présenter quelque chose sur une scène au public, ben, on va enregistrer des petites scénettes et comme ça, notre metteur en scène, Richard Gaulin, fait un montage et on se retrouve avec un document qu'on peut présenter aux gens, mais qu'on n'a pas à se lancer sur la scène donc, pour présenter ça. Donc, c'est un petit peu les projets en général qui roulent régulièrement pour le théâtre aphasique. Il y a une autre question, oui. Oui, puis ben, est-ce que j'ai l'impression que ces activités-là se font à Montréal ou dans les environs? Est-ce qu'il y a des participants ou des participantes qui n'ont pas le français comme langue maternelle, qui parlent d'autres langues? Est-ce qu'ils peuvent venir? Donc, si les gens parlent une autre langue, effectivement, là, on parle d'activités qui se font en français. Mais justement, c'est un très bon timing. Nous avons maintenant un atelier de stimulation du langage en anglais. Donc, on a une de nos animatrices, Natasha Edwards, qui a commencé à donner un atelier de stimulation du langage les mercredis après-midi pour une clientèle anglophone. Nous, on n'avait pas nécessairement développé de services pour le milieu anglophone. C'est beaucoup l'AQPA, l'Association québécoise des personnes aphasiques, qui organisait des activités pour le milieu anglophone. Mais là, maintenant, donc cette session-ci, première année, il y a cet atelier-là de stimulation du langage en anglais. En ligne. Marie-Jeanne. En ligne. En ligne, en anglais, en ligne, oui. Oui. Ben, pour revenir à ta question, je me rappelle que quand je faisais les activités à Dynamica, je ne sais pas si c'est juste dans le contexte de Dynamica, mais il y en avait eu. On avait beaucoup de patients qui parlaient français, anglais, puis ils venaient avec un proche comme un interprète X, puis ils ne pouvaient pas participer à toutes, mais ils étaient quand même là, puis ils pouvaient participer au moins socialement. Donc, Marie-Jeanne, je réexplique évidemment pour les gens en ligne. Marie-Jeanne a travaillé avec moi, donc justement, je continue de donner des ateliers à Villa Medica, à l'interne, je vous disais, et Marie-Jeanne a été une co-animatrice extraordinaire jusqu'à temps qu'elle nous abandonne pour le CHUM. Et donc, oui, effectivement, on avait à l'hôpital Villa Medica, il y a une clientèle il y a des gens qui parlent de toutes les langues. Et donc, oui, on réussissait à s'organiser, à se faire comprendre. On a notre tableau, on faisait des dessins. La personne peut être accompagnée aussi d'un proche qui, lui, peut traduire. On finit toujours par s'organiser. C'est très rare là, que les gens vont pas pouvoir venir aux activités parce que au niveau de la barrière du langage, là, on finit par la passer. Surtout quand ils sont accompagnés aussi. S'il y a un proche, c'est plus facile. 2 minutes. Est-ce qu'il y avait des questions en ligne? Pas de questions en ligne. Très bien. D'accord, parce qu'on en parlait de l'expo, puis elle est ici, hein. Peut-être que... Donc, ben oui, justement, ben là, je vous invite. Les gens qui sont présents peuvent la voir. Les gens qui sont en ligne peuvent venir aussi la voir, j'espère. Sauf nos amis français. Mais ben, il faut nous inviter, là. C'est ça, on a l'habitude. On a fait quelques voyages en France avec la troupe, mais pas avec l'expo encore. Donc, vous avez l'exposition qui est ici jusqu'au 6 août. Qu'est-ce qu'elle parle de, qu'est-ce qu'elle raconte, cette exposition-là? C'est en fait les 30 ans du théâtre aphasique, mais c'est aussi un peu raconter qu'est-ce que c'est que l'aphasie, par quoi les personnes aphasiques passent au niveau de la réadaptation, qu'est-ce qui va changer dans leur vie après la réadaptation, le retour à la maison. Donc, il y a beaucoup de témoignages de personnes aphasiques, de proches et aussi d'intervenants. L'exposition, elle a été vraiment créée pour
aller rejoindre le milieu, la communauté des personnes aphasiques, mais aussi les intervenants, parce que pour nous, c'est hyper important d'avoir gardé ce lien-là avec les intervenants. Vous l'avez vu avec le référencement, s'il n'y avait pas ce référencement-là qui se faisait, bien, il n'y aurait pas de théâtre aphasique parce que nous, évidemment, on ne sait pas qui devient aphasique et on n'a pas le lien direct. Donc, c'est vous qui pouvez nous faire parvenir des gens, des participants. Et donc, ça raconte un petit peu ça aussi, l'importance de l'exposition. Vous allez voir, c'est ludique aussi. On a, à travers les modules, il y a des petits jeux pour voir un peu qu'est-ce que c'est que de vivre avec l'aphasie, c'est quoi les barrières qu'on rencontre. Donc, à travers ces témoignages-là, à travers les petits jeux, à travers l'histoire du théâtre aphasique, c'est très ludique, c'est très joyeux aussi. C'est à l'image du théâtre aphasique qui est coloré, puis qui est positif et qui est porteur d'espoir. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour pour visiter l'exposition. Je vous remercie tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en ligne. Je vous remercie d'être venus. Je vous remercie d'avoir été là. Puis continuez de suivre le théâtre aphasique. Continuez de référer au théâtre aphasique.